Je disais, nous allons présenter aujourd'hui un nouveau livre de notre collègue et ami intitulé « L'islam et la démocratie, une révolution intérieure ». Et j'ai mis en sous-titre « Une lecture ». Je ne prétends pas être la seule lectrice de Iyad. Je remercie mon ami Iyad Ben Achour de m'avoir demandé pour la deuxième fois de présenter son livre à l'Académie. Tout d'abord, Tunisie, une révolution en pays d'islam, le 22 décembre 2016. Et Sifoued était présent, je m'en souviens bien. Il m'expliquait alors qu'il désirait une lecture historienne de son livre. 5 ans plus tard, il me demande encore une fois de présenter son livre, récemment paru cette fois, dans une prestigieuse maison d'édition française qui est Gallimard. C'est pour moi un honneur et l'expression d'une amitié et d'une confiance renouvelée, car tout au long de ces années, il m'a donné constamment la primeur de chacun de ses papiers, de ses interviews, de ses articles. C'est dire si nous sommes amicalement connectés, pour employer le vocabulaire d'aujourd'hui. J'espère que ma lecture traduira, encore une fois, l'intérêt que j'ai toujours pris à l'écouter et à le lire. Jules Renard disait « Il faut feuilleter les mauvais livres et éplucher les bons ». J'ai donc essayé de le faire parce que c'est un bon livre. Le livre dont nous allons parler pourrait s'insérer dans ce qu'on pourrait appeler en 2021 les livres de la décennie de la révolution tunisienne. Et en même temps, vous l'aurez remarqué, à la simple lecture des titres, Iyad poursuit une idée à laquelle il tient par-dessus tout, à savoir qu'il faut parler encore et toujours de révolution. Cette révolution, on l'a qualifiée de jasmin, de printemps, d'automne, d'hiver, de contre-révolution. Iyad tient à la révolution, donc il plie, mais ne rompt point, comme le roseau. Dans ce livre, que je considère comme une sorte de complétude de son cheminement, Iyad nous dit quelque chose d'important. Au moment où le reste de la planète, ou presque, a abandonné l'idée même de révolution, le monde arabe et musulman, la vie, il l'a reprise à son compte avec ses reculs, ses menaces, sa violence exacerbée et monstrueuse, le désespoir de la jeunesse, le déclin de l'État, et malgré ça, dit-il, il y a révolution. Et c'est ce qu'il affirme à travers tous ses écrits. Le maître mot, donc, reste que la révolution, cette fois, a migré. Elle a quitté le nord de la Méditerranée, l'Amérique, et elle est venue par chez nous. Elle touche donc désormais d'autres aires culturelles unies par une religion qu'est l'islam, qu'on appelle souvent, à juste titre, des islams, et non pas un islam. Pour pouvoir parler de révolution, il faut immanquablement poser le problème auxquels sont confrontés tous nos pays arabes et musulmans, à savoir
et c'est une véritable injonction, c'est le défi démocratique. Et c'est ce que Iyad s'attelle à nous démontrer, tout en sachant et tout en le disant à plusieurs reprises dans son livre, que dans ce monde arabe et musulman, deux camps s'affrontent, chacun proclame que la démocratie est la solution, mais ce ne sont pas les plus nombreux, j'ajoute. Et l'autre camp proclame l'islam est la solution. Pour sortir de l'impasse, il faut que la démocratie ait un fondement philosophique universel et la comprendre et l'accueillir comme norme. Si, en effet, elle quittait ses oripeaux d'Orient et d'Occident, si elle se présentait à nous comme une donnée universelle, elle devrait être alors fondée, dit notre ami Iyad, sur le principe de non-souffrance. Concept fondé, selon lui, sur 4 principes: la dignité, la liberté, l'égalité et la participation. Rappelez-vous les slogans de 2011 dans les rues de toutes les villes et de Tunisie. La dignité était peut-être la chose la plus revendiquée, la plus réclamée par un peuple qui avait subi tant d'années de dictature. En 2 grandes parties riches d'arguments et de démonstrations, Iyad nous instruit sur donc ces fameux principes, sur les bases de ce qu'il appelle un défi démocratique réussi. À savoir, j'insiste, et il insiste lui-même, sa nécessaire universalité et la confrontation de l'islam à l'universalité de la norme. Il a mis en œuvre, à l'appui de sa démarche, une bibliographie très riche. Ce travail traduit une érudition, une mise en œuvre à très bon escient, non pas seulement d'un bagage conceptuel maîtrisé, mais aussi d'une aisance et d'une culture particulièrement dense. Il passe d'ailleurs sans couture, j'expliquerai si vous voulez ce que signifie sans couture, des références empruntées à l'ensemble du monde musulman, aux analyses et aux commentaires des auteurs qui font autorité dans la sphère intellectuelle internationale. On a envie, en le lisant, de dire que ce sont des pages pour convaincre. C'est en réalité une plaidoirie pour la démocratie. Et la lecture de la partie sur l'islam et l'universalité de la norme démocratique, je vais le dire parce que moi je suis quelqu'un d'émotif, qui dit aussi qu'il a un moral plutôt bas, m'a moralement attristé, car incontestablement, nous sommes la génération sacrifiée, celle qui ne vivra pas, ne verra pas le triomphe d'un islam libéral que Iyad qualifie d'immortel et qui est l'objet de la 3e partie de l'ouvrage. À 2 reprises au moins dans ton livre, Iyad, tu parles, que dis-je, tu convoques Averroès, Ibn Rushd, dont l'œuvre a eu un si grand retentissement en Occident médiéval, et même après,
et dont les livres ont été brûlés en place publique à Séville et à Marrakech. Et précisément, dans le panorama de la violence des religions, parce que la violence n'est pas propre à l'islam, le christianisme aussi a connu des phases de violence qui ont émaillé l'histoire de l'époque moderne de l'Europe. Et justement, dans ce panorama que tu dresses de tous les types de violences, tu as oublié les autodafés, et Dieu sait si quasiment je ne sais combien de pays dans le monde ont connu cette volonté destructrice du livre, du savoir qui apporte le progrès, qui apporte une idée, une pensée singulière, non acceptée par des gens particulièrement décidés de ne pas s'ouvrir, de ne pas évoluer. Et parmi la série des horreurs chrétiennes, il faut quand même parler de la Saint-Barthélemy que tu as oublié, et de l'horrible Inquisition qui n'hésitait pas à envoyer au bûcher tous ceux qu'elle considérait comme hérétiques. Mais ce n'est rien par rapport à l'apport considérable de cette mise en interaction entre des données du monde musulman. Et j'ai remarqué justement combien tu donnais d'importance aux auteurs chiites. Il y a des références nombreuses aux penseurs chiites. Et il faut rappeler aussi que depuis l'anathème lancé par El-Razali, avant l'arrivée, puisqu'il est du XIe siècle, avant l'arrivée d'Ibn Rushd, avec son fameux Tahef el-Falasifa, l'incohérence des philosophes, auquel Ibn Rushd a répondu par le Tahef el-Tahef, l'incohérence des incohérents. Donc, Averroès, c'est à la fois la preuve de la petite lumière qui existe dans la pensée arabe et musulmane. Cette petite lumière existe aussi avec cette phase malheureusement trop courte de l'histoire du mu'tazilisme qui s'est terminée horriblement, comme vous le savez. Donc, convoquer Averroès, les philosophes, les mu'tazilites, tu es amené à penser que le radicalisme devient minoritaire, que beaucoup de choses changent. Oui, il y a des signes de changement, nous ne pouvons pas les ignorer. C'est la liberté d'expression, pour le moment, qui a l'air à peu près respectée en Tunisie, malgré les menaces. C'est la liberté de publication. Nous n'avons jamais eu autant de livres que depuis 2011. C'est la créativité des artistes. Malgré les menaces, là aussi, rappelez-vous l'incident de l'Abdelia. La lutte et la vigilance même de cette lutte contre le racisme, les affirmations de tolérance à l'égard des minorités. On parle aujourd'hui quand même des LGBT, on essaye de les défendre, on parle de la comment on appelle ça, légalisation du cannabis. Il y a des choses qui changent. Et plus encore, malheureusement, plus encore ailleurs que chez nous, avec ces fameuses mosquées de Paris et de Marseille, dirigées par des imams, de Paris, de Marseille, du Danemark, dirigées par des femmes, ou, dans le cas de Marseille, et je vous assure que je suis tombée des nues, par un imam homosexuel. C'est-à-dire que, on dit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui change. Et c'est merveilleux. Bon.
Mais comme je suis quand même de nature pessimiste, je dis wait and see. Wait and see. Tu considères quand même, Ayad, qu'il ne faut pas perdre espoir et d'un revers de main, ou plutôt d'une phrase lapidaire, tu rejettes le pessimisme de Abdallah Hamoudi, qui déplore à juste titre le développement des idéologies antisécularistes. Nous sommes au cœur du problème, face à des islamistes qui prétendent imiter la démocratie chrétienne de l'Italie et qui prétendent être démocrates d'une certaine manière. Certes, en Tunisie, une constitution qu'on ne rêvait pas, a été quand même promulguée en 2014, malgré ses défauts, malgré ses pièges, elle est là. Elle est là. Et bon, on balance donc entre l'optimisme et le pessimisme. Et Ayad dit un truc très juste quand même, c'est que la marche de la démocratie est une tendance lourde. Il y a des frémissements, mais rappelons-nous quand même que la Révolution française a mis 4 siècles pour s'affirmer, qu'il y a eu restauration, empire, révolution, etc., avant d'arriver quand même à ce que tout d'un coup, justement, comme tu le disais dans ton introduction, la révolution a disparu des préoccupations du reste de la planète. Mais attention, la menace sur la démocratie pèse aussi chez eux, avec tous ces gilets jaunes et machins qui apparaissent un peu partout, Podemos, et j'en passe et des meilleurs, et surtout, un point important sur lequel quand même tu dis quelques mots, qui est très très important, c'est ce que Hamad Irdisi appelle la tentation populiste. Donc, gros dossier, ce que tu appelles révolution intérieure, je pense l'avoir compris, et tu me diras si je me trompe, ça signifie que c'est une révolution qui doit se faire de l'intérieur pour s'affirmer petit à petit, et tu restes droit dans tes bottes en pensant que la solution, c'est l'islam libéral. J'espère que j'ai été fidèle à ton livre, que j'ai montré que c'était un plaidoyer plein d'allégresse de militants de la Révolution. J'ai presque envie de te dire, in fine, et je vais le faire, et vive la Révolution. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mounira pour cette présentation. Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très honoré aujourd'hui d'être avec vous dans ces conditions difficiles du Covid et d'autres réunions qui ont lieu la même journée. Malheureusement, le hasard a mal fait les choses et donc nous nous retrouvons dans des circonstances un peu particulières. Merci beaucoup pour la présentation, Mounira. J'aimerais tout de suite dire que plaidoyer, oui, il y a un plaidoyer pour une révolution intérieure également. Mais la révolution intérieure, ça ne veut pas dire la fixation sur l'islam libéral, parce que l'islam libéral, bon, si on entend par islam libéral Ibn Rushd ou les soufis ou les philosophes d'une manière générale, tout ce monde n'a rien à voir avec le monde moderne. Donc la chose à laquelle je m'accroche, c'est leur méthode, qui consiste à se situer au-dessus de leur temps. Leur méthode, pas leur conclusion ou la substance de leurs idées. Ceci étant, je vais dire quelques mots pour lancer le débat, juste pour lancer le débat et intéresser notre public.
D'abord, je voudrais vous dire que le livre aurait dû s'intituler « L'islam est la norme démocratique », parce que moi, je ne parle pas de la démocratie en tant que régime politique, en tant que système, en tant que pratique et expérience. Ma conception de la démocratie est une conception transcendantale. Alors là, le sociologisme et l'économisme n'ont rien à voir chez moi. C'est une conception transcendantale de philosophie politique, peut-être même de philosophie morale, qui s'intéresse non pas à la démocratie en tant que régime politique, le système des partis, les constitutions, le système électoral, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la norme démocratique, la norme. Car je situe la question très, très au-dessus, dans les cieux et non pas sur terre. Pourquoi ? Pour combattre le relativisme dans lequel sont tombées justement les théories démocratiques. Le relativisme, que veut-il dire ? Cela veut dire qu'il y a un bon nombre de tendances, de philosophies, d'opinions, de prises de position, que ce soit de la part des scientifiques, surtout les scientifiques des sciences historico-sociales, ou que ce soit des tendances idéologiques de type radicalisme religieux, frères musulmans, etc., qui ensemble convergent pour relativiser la démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire pour nous inciter à croire que c'est un mauvais régime, c'est un régime qui est faillible, c'est un régime de chaos, c'est un régime de tyrannie, c'est un régime de démagogie, c'est un régime d'agitation, de chaos, etc., un peu ce que nous vivons aujourd'hui en Tunisie. Alors, cette relativisation de la démocratie, elle vient du camp empiriste qui regarde la démocratie à travers les lorgnettes de la réalité. Et effectivement, si on regarde la réalité, la démocratie, ce n'est pas quelque chose de très brillant. Mais tous ces gens-là ne disent rien de plus que ce qui a été dit contre la démocratie depuis Platon. Platon est le premier grand critique de la démocratie. Et il a dressé le procès de la démocratie dans la plupart de ses ouvrages pour dire que la démocratie est le plus mauvais régime que les êtres humains puissent connaître. Et donc, lui, il avait une conception qui n'est pas la mienne, mais une conception également idéaliste du régime politique. Donc, moi, j'essaye de défendre la démocratie contre ce relativisme. Ce relativisme qui vient soit des idéologies d'extrême droite, de frères musulmans, etc., soit des sciences sociales, et c'est le plus grave. Je prends un exemple pour vous montrer la relativisation du concept de démocratie dans les sciences sociales modernes. Je prends un livre qui s'appelle Sapiens, que vous connaissez tous, qui a été écrit par Yuval Noah Harari, dans lequel il développe la chose suivante. Pour démontrer que les droits de l'homme du régime démocratique, l'histoire les ignore, la biologie les ignore, la nature les ignore, et que ce sont donc des idées imaginaires, ce qui est très dangereux pour la démocratie. Alors il nous donne l'exemple de l'oiseau. Un oiseau, dit-il, vole non pas parce qu'il a le droit de voler, donc pas de droit, mais parce qu'il a des ailes. Un oiseau n'a pas le droit de voler, il vole parce qu'il a des ailes, tout simplement. Et moi, je reprends cette théorie à partir du même exemple d'ailleurs de l'oiseau, pour dire que si l'oiseau a des ailes dans la nature, il a le droit de voler, parce que si on lui coupe les ailes, on lui imposerait une souffrance, d'où mon principe de non-souffrance, une souffrance qui ne peut pas être tolérée. Et donc je fais un saut maintenant, un saut considérable, parce que les démonstrations de l'ouvrage sont beaucoup plus subtiles quand même. Je passe justement au principe de non-souffrance dont a parlé Mounira tout à l'heure, pour démontrer l'universalité de la norme démocratique. Parce que c'est très difficile, l'universalité à démontrer. Qu'est-ce qui est universel ? Rien. L'être humain est partout situé, quelque part, dans un contexte, dans une langue, dans une tribu, dans une nation, dans une histoire, etc. Donc il n'y a pas d'universalité, tout est relatif. Et pourtant, j'affirme que
Ce principe de non-souffrance peut nous servir à fonder universellement la démocratie en tant que norme. Je m'explique. Je prends les 3 dimensions de l'homme. Quelles sont-elles? L'homme a 3 dimensions, c'est un être physique, c'est un volume dans l'espace, c'est de la chair, c'est du sang, c'est un mélange vivant dans lequel s'associent la chimie, l'électricité et d'autres lois de la chimie, de la physique, etc. Bon, c'est un volume dans l'espace, c'est une chair, c'est un corps. Et lorsque ce corps meurt, tout meurt. Bien. En tout cas, il n'y a plus de vie visible, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'existence visible. Donc il y a ce premier aspect de l'homme, l'homme physique. Or, nous savons que la souffrance, nous passons notre vie à l'éviter, à nous en éloigner depuis que nous sommes bébés. Jusqu'à l'extinction de la vie, nous passons notre vie à fuir la souffrance physique. Je suis toujours au niveau de l'être humain physique. Un bébé, dès qu'il a mal quelque part, il pleure. On sait tous les histoires de bébés, n'est-ce pas? Ça pleure tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance quelque part. Et dès lors qu'il n'y a plus de souffrance, le bébé sourit. Et c'est ainsi toute la vie. Nous gagnons nos vies, pourquoi? Pour ne pas souffrir de faim. Et nous dépensons une énergie folle pour nourrir nos corps, je reste toujours au niveau corporel, pour nourrir nos corps, c'est-à-dire ne pas souffrir la faim. Nous avons inventé la médecine, pourquoi? Pour soulager nos douleurs le plus rapidement possible avec le plus d'efficacité. Nous avons inventé l'accouchement sans douleur, pourquoi? Parce que nous savons que l'accouchement, qui est pourtant un événement très heureux dans la vie, est quand même un événement douloureux pour la mère, et donc nous essayons, etc., etc. Donc partout, notre vie, nous la passons à combattre, à juguler la souffrance physique. Deuxième dimension de l'homme, c'est l'homme en tant qu'être pensant, réfléchissant et parlant. Le premier élément, il n'y a pas de différence entre nous et les animaux. Sur le plan physique, il n'y a pas de différence. Lorsqu'on aiguillonne un cheval, le cheval a mal et il se met à courir. Pour fuir la souffrance, justement, pour arrêter la souffrance que lui impose son cavalier. Donc là, il n'y a pas de différence entre nous et l'animal. En revanche, il y en a une qui est énorme, qui est évidente, c'est que l'être humain a quelque chose de spécifique. Il y a une prophétie dans chacun de nous, il y a une spiritualité dans chacun de nous, c'est ce qui fait la valeur de l'homme d'ailleurs, qui fait que l'homme est un être pensant tout d'abord, est un être réfléchissant et est un être parlant. Dès lors que vous lui supprimez cette capacité naturelle, soit qui lui a été créée par le Créateur pour ceux qui croient, soit qui lui a été créée par la nature pour ceux qui ne croient pas. Dès que vous lui touchez cette dimension de l'être pensant, en arrêtant sa pensée, en lui interdisant de penser, ou bien en lui interdisant de parler, de s'exprimer, ou en lui interdisant d'inventer, il souffre. Parce que naturellement, c'est un être pensant, c'est un être créatif, c'est un être donc d'inventivité. Et nous tenons chacun. L'artiste tient à son droit de créer, qu'il soit musicien, cinéaste, peintre. Si vous lui enlevez cette aptitude, il souffre. Le philosophe, même chose. Le scientifique, même chose. Et Dieu sait combien de scientifiques ont souffert à cause de leur invention scientifique, justement. Et donc, si vous atteignez cette dimension spirituelle de l'homme, vous imposez à l'homme une souffrance. Or, nous savons, par expérience, que l'être humain ne supporte pas la souffrance, puisque par définition, il est conduit à la fuir perpétuellement au cours de sa vie. Et enfin, je prends la troisième dimension de l'homme, l'être social. Et les Grecs disaient zone politikon. Donc l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se trouve dans un groupe. L'être humain seul, on ne le connaît pas. Il se trouve dans un groupe. Une tribu, une nation, un peuple, une communauté quelconque.
Grégaire, alors? C'est quelque chose de naturel. Si vous touchez à cette aptitude de l'homme d'être un être social, c'est-à-dire si vous rompez son égalité avec ses congénères, oui, ou si vous rompez son désir de participer à la vie de son groupe, la participation, ou si vous atteignez sa dignité en tant qu'être social, vous le faites souffrir. Par conséquent, quelle est la philosophie, la norme qui répond à toutes ces exigences de l'être humain? Éviter la souffrance aux trois niveaux de la condition physique, de la condition morale et de la condition sociale de l'être humain. C'est la démocratie, c'est la norme démocratique qui nous dit ceci. L'homme est un être créé de chair et de sang, respectez sa chair et son sang, donc ne le soumettez pas à la torture, ne le soumettez pas à la mort, ne lui infligez pas de souffrance physique, ne le torturez pas. Or, s'il y a bien une norme qui interdit cette atteinte à la dignité de l'homme dans son corps, soit en portant atteinte à sa vie, soit en portant atteinte à son intégrité physique, c'est la norme démocratique. La deuxième dimension de l'homme, c'est la dimension spirituelle, la dimension morale, mais là encore, être pensant, être parlant, qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire que, à moins de souffrir, à moins d'atteindre ma nature, je réclame la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'inventer, la liberté de parler, la liberté d'exprimer. Or, quelle est la norme qui respecte cette composante fondamentale, spirituelle, morale de l'être humain, sinon la norme démocratique, qui nous dit, après de nous avoir dit tous les êtres humains naissent libres et égaux, etc., qui nous dit, tu respecteras la liberté de penser de l'homme, donc toute atteinte à la liberté de penser, de croire, à la liberté de religion, à la liberté de croyance, à la liberté de l'artiste. Et les artistes dans l'histoire de la liberté ont un énorme poids. Tu respecteras le droit de l'architecte de concevoir son architecture comme il veut, le musicien de concevoir son opéra comme il veut, le philosophe de croire ce qu'il veut, et surtout le scientifique. Le scientifique, même s'il doit perturber ton monde, de te présenter ses théories scientifiques, même s'il t'inflige beaucoup de perturbations, tu dois respecter cette dimension. Et cela s'appelle la liberté. Or, la seule norme qui respecte cette liberté, c'est la norme démocratique. Et enfin, la troisième dimension de l'homme, c'est l'homme en tant qu'animal politique. C'est-à-dire, d'ailleurs, on n'a qu'à voir, pour bien comprendre ce que c'est qu'une société politique primaire, il faut regarder la société des enfants. Des enfants qui jouent ensemble, et les parents, n'est-ce pas, le tribunal des parents est tout le temps là pour régler les problèmes de conflit. Il m'a violé mon droit, moi j'étais là, il m'a poussé, il m'a donné un croche-pied pour qu'il arrive le premier. Alors les parents sont tout le temps en train de régler des litiges. Pourquoi? Parce que les enfants ne supportent pas qu'on porte atteinte au principe de leur participation. Tous veulent jouer ensemble, participer au jeu. Si un groupe exclut l'un d'eux, celui qui est exclu considère cela comme une injustice et ira se plaindre. Les enfants réclament l'égalité. Dès qu'il y en a un, le plus fort, le costaud, là, qui veut dominer les autres, on s'en méfie, on lui montre parfois de vrais coups de force pour l'exclure, etc., etc. Et par conséquent, quelle est encore une fois la norme qui répond à ce désir de participation, d'égalité de l'être humain? C'est la norme démocratique. C'est pour ça que je dis que par l'intermédiaire du principe de non-souffrance et du droit naturel de la non-souffrance, on peut établir l'universalité de la norme démocratique. Et donc la norme démocratique, c'est le premier chapitre de mon livre,
n'est ni d'Orient ni d'Occident. Elle n'est ni d'Orient كشجرة الزيتون لا شرقية ولا غربية. Elle n'est ni d'Occident ni d'Orient. C'est vrai que les Occidentaux ont beaucoup fait pour concevoir, pour théoriser la notion de démocratie, mais la démocratie, la norme démocratique, pardon, c'est quelque chose qui fait partie de la nature. La nature, je dis bien la nature, et je ne suis pas du tout partisan de l'école du droit naturel. C'est quelque chose qui fait partie de la nature de l'homme. Donc, ma conclusion, en très peu de mots, je suis en train de faire du trapèze là. En un mot, je dis que l'homme est créé pour être démocrate. Alors, pour les croyants, cela veut dire que Dieu a créé l'homme pour être démocrate, et pour les non-croyants, cela veut dire que la nature a fait que l'homme est nécessairement créé pour être démocrate. Et donc, vous voyez que pour moi, la démocratie n'a rien à voir avec les régimes, ça n'a rien à voir avec le mode de scrutin, le système des partis, la constitution, etc. Je place le problème beaucoup plus haut. Justement, pourquoi ? Pour répondre à tous ceux qui nous disent « Ah, les démocrates se sont des vendus à l'Occident ». C'est des occidentalisés. C'est des gens qui ont lu Rousseau, Locke, Montesquieu et que sais-je encore, et Spinoza. Et c'est des gens qui n'ont pas de culture, qui sont des aliénés, qui sont presque des vendus à l'Occident. Et je réponds également à une certaine science sociale qui nous dit que les droits de l'homme, la participation, l'inventivité, etc., ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il y a des faibles et des forts, un peu à la manière de Nietzsche. Et donc, voilà, je réponds à cette tendance quasiment mondialiste de nier la norme démocratique au nom soit de la biologie, soit de l'histoire, soit tout simplement au nom de certaines idéologies, comme le radicalisme religieux. Donc, les adversaires de la démocratie sont innombrables. Ce ne sont pas seulement les islamistes et des choses comme ça, non. Ce sont tous les adversaires de la démocratie, quels qu'ils soient. Les séculés d'entre eux, certains savants de sciences sociales, je parlais tout à l'heure de Noah Hariri, qui par ailleurs est un grand savant, hein, je ne nie pas du tout. Je ne nie pas du tout son livre, c'est un livre très très haut niveau, de très haut gabarit, mais je conteste le fait de contester la démocratie en disant elle n'existe pas dans la biologie. Mais on va la faire exister. Et donc, vous voyez, je vous rappelle l'exemple de l'oiseau qui n'a pas le droit de voler. Il vole parce qu'il a des ailes. Non, il vole parce qu'il a des ailes. Mais moi, je poursuis le raisonnement en disant, si on lui coupe les ailes, on va lui infliger une souffrance. Or, nous savons que la souffrance, tout le monde la fuit. Donc ça, c'est la partie la plus importante de mon livre, si vous voulez. Je vous ai uniquement parlé de la première partie, la partie théorique, dans laquelle j'essaye, et je vous prie de croire que les difficultés ont été énormes pour moi. Ça, c'est le fruit d'un travail de recherche de longue durée que j'ai passé à l'IMERA, à Marseille, à l'Institut méditerranéen de recherche avancée. Donc j'ai beaucoup réfléchi à la question, j'y réfléchis depuis des années, depuis que j'ai fait le cours inaugural de l'Université de Paris, Paris 2 ou Paris 1, je ne sais plus, j'ai oublié, vers les années de 2010, par là. Ça m'a permis de réfléchir justement toujours avec cet objectif, comment fonder la norme démocratique sur un principe universel pour combattre tous les relativismes qui la nient. Alors la norme démocratique, je ne vais pas revenir à sa définition, je la définis dans l'introduction du livre. Donc je ne reviendrai pas à sa définition, vous pouvez toujours, si vous avez envie de découvrir cela, de lire le livre. Et puis ensuite, une fois que la première partie a été posée, c'est-à-dire fonder universellement la démocratie, la défendre contre le relativisme de tous ses adversaires, quels qu'ils soient, je pose à ce moment-là, et c'est le début de la deuxième et de la troisième, et puis ensuite de la troisième partie, le problème de l'islam face à la norme démocratique. Et là, j'ai deux points, un très très important que je développe dans le livre.
D'abord, je prends cette idée de démocratie islamique qui est défendue par certaines tendances du radicalisme religieux, Nabhani, Qardawi, Maudoudi, etc., qui disent bon, nous allons laisser de côté la démocratie occidentale, elle ne nous apportera rien, nous allons faire une démocratie islamique. Bon. Déjà, il y a une première accusation contre les démocrates, c'est que c'est désoccidentalisé. Alors nous allons faire une démocratie islamique. Et puis alors il y aura le bouddhiste qui dira la même chose, la démocratie c'est bon pour l'Occident, ce n'est pas pour nous, on va faire une démocratie bouddhiste. Et puis après il y aura des gens comme Nkrumah, comme Nyerere, et tous ces gens-là, les chefs d'État africains, les grands chefs d'État africains qui ont écrit également, parce qu'il y a des chefs d'État africains pendant les indépendances qui sont des intellectuels. Hein. Julius Nyerere, par exemple, c'est un intellectuel. Nkrumah, c'est un intellectuel. Bon, c'est Léopold Sédar Senghor également. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent, encore une fois, même chose. La démocratie, c'est... Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne voient que le régime démocratique. Ils ne voient pas la norme démocratique. Ils voient le régime démocratique tel qu'il fonctionne en Occident. Alors ça, c'est pas bon pour nous. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas bon pour nous. Le système des partis, le mode de scrutin, je ne sais pas quoi, tout ça, ce n'est pas bon pour nous. Mais cela ne veut pas dire que la norme démocratique doit être remise en cause. Il faut donc placer le débat beaucoup plus haut pour défendre la norme démocratique en tant que norme et non pas en tant que régime politique, en tant que système politique. Et à ce moment-là, si on l'admet, nous allons avoir une notion universelle de la démocratie qui, comme je le disais, n'est ni d'Orient ni d'Occident et qui nous permettra de rejeter toutes ces conceptions culturalistes de la démocratie, démocratie africaine, démocratie bouddhiste, démocratie islamique, démocratie asiatique, etc. et j'en passe. Donc, ça c'est le deuxième mouvement, n'est-ce pas, après la partie fondatrice de mon ouvrage qui est la partie théorique. Je critique le concept de démocratie islamique. Le seul à avoir bien compris, c'est quelqu'un que doit bien connaître si Foued, qui est Melek Bennebi, l'Algérien. Le seul à avoir saisi la profondeur du concept de démocratie, et l'un des rares, c'est lui. Et puis ensuite, alors, mon dernier mouvement, quel est-il? Mon dernier mouvement, c'est de dire que le problème étant quand même un problème politique, on ne peut pas parler au peuple un langage autre que celui qu'ils comprennent. C'est impossible. Or, que pouvons-nous trouver de plus proche de la norme démocratique dans notre culture? C'est là que je reviens, comme le disait Mounira tout à l'heure, à ce que j'appelle l'islam libéral. Je vais vous donner un petit exemple, parce que vous voyez, je travaille sans mes notes, maintenant je vous regarde droit dans les yeux, et donc je parle en même temps que les choses me viennent à l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Pour montrer qu'il y a vraiment un islam libéral immortel qui a été malheureusement vaincu par l'orthodoxie. Aujourd'hui, si vous prenez un sunnite, sunni, et que vous remettez en cause le recueil de Bukhari ou de Muslim, ça يقول لك كفر. يقول لك كفر. شنو هو الإسلام السني بدون البخاري ومسلم؟ باش نمشيو للي كورانيست كيما سي محمد الطالبي ومنصور وجماعة. Qu'est-ce que l'islam, ce n'est rien pour le sunnite, hein, c'est le sunnite. L'islam, ce n'est rien sans le hadith prophétique. L'essentiel vient du hadith, d'ailleurs, et surtout les règles juridiques. Or, et voilà ce que j'entends par islam libéral. Du temps de l'imam Shafi'i, et l'imam Shafi'i l'écrit dans un de ses ouvrages, Kitab al-Umm, Mouch Kitab al-Risala, hein, c'est un autre livre de l'imam Shafi'i qui est extraordinaire, en plusieurs volumes. L'imam Shafi'i, qui est pourtant l'un des fondateurs des sources du droit musulman, nous dit que la sacralisation du hadith
et le fait de considérer le hadith comme une source de la religion n'était pas admis par une grande partie des musulmans de l'époque. يقول في باب من أبواب الأم تو نسيت أنا هو يقول باب الفئة التي نفت الأخبار أو رفضت الأخبار. شو معناها رفضت الأخبار؟ شنو هما الأخبار؟ الأخبار c'est justement les hadiths du prophète. Et donc, il y avait du temps de l'imam Shafi'i une bonne partie de l'opinion musulmane qui disait nous, notre religion c'est le Coran. Point final. Il n'y a ni prophète, ni Bukhari, ni Muslim. D'ailleurs, Bukhari et Muslim n'existaient même pas à l'époque. Le hadith a été fait beaucoup plus tard, ce que beaucoup de sunnites ignorent. Beaucoup de sunnites croient que le prophète meurt, ça y est, le corpus des hadiths prophétiques est constitué. Le corpus des hadiths prophétiques a été constitué plus d'un siècle et demi après la mort du prophète. Ben, je considère que l'imam Malik est un codificateur du hadith, le premier. Là, je rejoins les thèses de Cheikh Tahir Ben Achour, pour qui l'imam Malik est le fondateur de la science du hadith. Ce n'est ni Bukhari ni Muslim, c'est l'imam Malik. Et l'imam Malik, son problème, c'est qu'il rapportait les hadiths sans sanad. C'est le fils de Médine, donc les hadiths du prophète lui ont été communiqués directement. Par conséquent, quand il rapporte les hadiths, il les rapporte sans sanad. Il ne disait jamais haddathana fulan an fulan an fulan. Il dit sami'tu kadha et puis il passe. C'est pour ça que Cheikh Tahir Ben Achour considère que l'imam Malik est vraiment le fondateur du... Bon, l'imam Malik est mort un siècle et demi après la mort du prophète. Alors ne parlons pas de Bukhari et Muslim, etc. Pourquoi je vous dis tout cela? Je vous dis tout cela pour vous montrer que quelque chose qui serait aujourd'hui considéré comme du kufr dans le monde sunnite, quand تمشي الباكستان اليوم ولا السعودية ولا l'Afghanistan, et que vous disiez que le hadith du prophète, on peut le mettre en doute, etc. Et il y a des travaux d'ailleurs, les travaux de Rachid Hillel qui vont un peu dans ce sens-là, les travaux de Mohamed Shahrour et tout. Si vous dites ceci aujourd'hui dans l'un des pays du monde musulman, vous risquez d'être arrêté. Alors, quelle est la cause de tout ça? Eh bien, c'est l'orthodoxie. L'orthodoxie à laquelle je consacre tout un chapitre et sur laquelle j'ai fait le cours inaugural de Bayt al-Hikma cette année, enfin l'année 2020-2021, en octobre dernier. C'est ça, c'est l'orthodoxie, c'est le développement des sciences religieuses à un point tel que ce développement des sciences religieuses a tué tout le reste. Quand même, vous ne croyez pas qu'il est incroyable que le monde musulman qui était si développé au Moyen-Âge sur le plan scientifique. Je parle aux scientifiques ici parmi vous, il y en a certainement les mathématiciens, les physiciens, les mécaniciens, les spécialistes des horloges, de toutes ces machineries qui avaient pris tant de développement sous les Abbassides, par exemple, la trigonométrie, la chimie, la science astronomique. Comment se fait-il que cette civilisation qui a connu un développement si fulgurant, je dis bien fulgurant, là, parce que nous n'en avons plus une idée parce que nous avons perdu le souvenir de ça. Mais si on revient aux historiens qui font l'histoire des sciences dans le monde islamique, y compris la médecine, etc., nous serions étonnés. Et la question qui va se poser à nous, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé la chose suivante. C'est le travail de l'orthodoxie. Avec les siècles, le développement de l'orthodoxie finit par étouffer la créativité d'une civilisation. Et donc, je critique cette orthodoxie et je termine le livre par justement cette idée de révolution intérieure en disant que l'islam ne peut reprendre son souffle qu'à condition d'abord de comprendre ce que c'est que la norme démocratique, parce que c'est la source de l'invention, et y compris de l'invention scientifique et de l'invention artistique, qui sont très importantes dans le développement du monde, et si ils finissent par réagir contre cette orthodoxie que j'appelle d'ailleurs l'orthodoxie de masse, parce que cette orthodoxie, en fait, c'est une alliance du pouvoir politique, du savoir religieux et du peuple des croyants. Quand ces trois se rassemblent, c'est fini, vous ne pouvez plus bouger
à moins d'être tué. Voilà, je dois m'arrêter là parce que là, je crois que j'ai abusé de votre temps. Je m'excuse d'escamoter un peu ce livre que j'estime quand même un peu plus nuancé, un peu plus subtil peut-être, mais pour une présentation en public, je dois m'en tenir là et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Ayad, j'espère que je n'ai pas trahi ta pensée dans ma présentation. Je te dirais que l'islam a réagi comme la cité assiégée, avec au Xe siècle la lutte, l'explosion de la lutte avec les chiites. Le siècle ismaélien de l'islam, c'est le Xe siècle, 4e, 10e siècle. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu un effet de repli sur soi considérable. Et bon, on ne parle pas de morale en histoire, mais on est obligé de rappeler que si le déclin du califat abbasside, la lutte féroce entre chiites et sunnites, à cela s'ajoute très rapidement l'arrivée des Turcs en Orient, l'émigration des Turcs, l'entrée des Turcs d'Asie centrale vers le monde musulman, vers l'Orient musulman en tout cas, et d'autre part, ça coïncide aussi avec l'expansion de l'Occident qui a profité de tout le savoir transmis par les Arabes, qui se développe et qui devient justement, lui, impérialiste, qui va vers le monde musulman et qui est demandeur de ses richesses, de son savoir, de ses connaissances. La cité est de plus en plus assiégée. Et donc, il y a une rigidification énorme et on se jette à bras, à fond dans le taqlid, le fameux taqlid, qui empêche toute pensée. C'est fini, la pensée est terminée. Excusez-moi d'arriver, c'est l'historienne qui parle et qui ne peut pas s'empêcher de mettre... Mounira, je voulais ajouter quelque chose que j'ai oublié dans mon exposé très très rapidement. C'est à propos de la révolution et de l'idée de non-souffrance, du principe de non-souffrance. Pour moi, le sens des révolutions dans l'histoire, c'est qu'elles expriment dans le concret, dans l'histoire, dans l'expérience, le principe de non-souffrance, justement. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Réfléchissons bien. C'est un événement dans l'histoire, d'accord. On tue un roi, on fait des manifestations, etc. Mais en fait, c'est quoi? À l'origine de toute révolution, il y a un refus de la souffrance. Le peuple français ne veut plus de l'inégalité, ne veut plus que les nobles prennent les terres, etc., fassent souffrir l'esclave, fassent souffrir le paysan, lui font payer des impôts, une charge d'impôts, etc., etc. La Tunisie se révolte, 2010, 2011, qu'est-ce que cela veut dire? Le Tunisien réclame la dignité. Il y en a assez de ce régime qui torture, qui exclut, etc. Toutes les révolutions, la révolution chinoise, la révolution russe, la révolution française, etc., etc., ce sont toutes l'expression du principe de non-souffrance qui œuvre dans l'histoire. Donc, je voulais juste ajouter cela pour dire que le principe de non-souffrance, pour moi, ce n'est pas une affaire comme ça de maniérisme intellectuel. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que j'essaye de montrer non seulement au niveau de la théorie, mais au niveau de l'histoire concrète en disant que l'histoire des révolutions, c'est l'histoire en fait de la réalisation du principe de non-souffrance dans l'histoire. Ceci étant, on se plaint aujourd'hui beaucoup de la révolution tunisienne et tout à l'heure on a parlé de la révolution française. Hier je disais à mes petits-enfants autour de la table à manger, je leur disais, le peuple français est décidément un grand peuple. Pourquoi? Pour s'être sorti des épreuves de la Révolution française. On ne comprend pas comment 10 ans de Révolution française, c'est-à-dire jusqu'à Bonaparte, jusqu'à l'installation du consulat avec Bonaparte, comment ce peuple a résisté, comment
Tous les jours, il y avait un chaos pendant 10 ans, quelque chose de colossal. Tous les jours, les massacres, les conjurations, les coups d'État, les guerres civiles, les Vendéens, les Chouans, les guerres internationales. L'histoire de la Révolution française pendant ces 10 ans a été l'histoire d'un chaos. D'un chaos. Voilà, pour que les mots soient très clairs. Moi, je suis en train de préparer quelque chose sur les révolutions actuellement, c'est mon projet futur de recherche. Oui, mais j'ai vu la révolution mexicaine, les révolutions d'Amérique latine, les révolutions indépendantistes, la révolution française, la Chine, la Russie, etc., etc. Mais de l'analyse de ces révolutions, j'en déduis que toute révolution entraîne avec elle un chaos sur... D'ailleurs, il y a un chercheur américain qui a fait une thèse là-dessus. Ça varie entre les périodes d'instabilité après les révolutions, ça varie entre 50 ans et 10 ans. Il tire une moyenne de 20 ans, la moyenne, sur les 47 révolutions. C'est un auteur américain qui s'appelle Goldstone. Sur les 47 révolutions qu'il a analysées, il a tiré une moyenne que toute révolution entraîne un chaos et une période d'instabilité totale avec une moyenne de 10 ans. Mais ça peut aller jusqu'à 50 ans. Quand on voit la révolution turque de 1908, mais c'est affreux ce que les Turcs ont vécu après la révolution de 1908, le retour de la dictature, la guerre, et puis surtout la déliquescence de l'Empire. Bulgarie مشات, اليونان مشات déjà en 1830, les Balkans, etc., etc. C'est la décomposition. La Révolution française, c'est la même chose, la Révolution mexicaine, c'est la même chose, etc., etc. Voilà, je voulais juste ajouter ce point sur les révolutions pour compléter mon tableau. Alors, qui veut intervenir? C'est Mahmoud. Si Fouad, سامحني سي فؤاد ما ريتكش. تفضل. Je voulais féliciter Seyar et aussi Madame Chafetou d'avoir présenté le bouquin. Je n'ai pas encore le plaisir de le lire. J'ai appris, j'ai vu plusieurs articles sur ce livre. En tous les cas, tout ce que nous avons entendu ce soir est très intéressant. Et je pense que Seyar, qui se spécialise de plus en plus dans ce domaine, est un grand secours pour la pensée tunisienne. Parce que ce qui manque actuellement, Seyar, je fais une petite parenthèse, nous parle des révolutions qui peuvent durer 50 ans. J'espère que nous avons passé 10 ans, que nous ne passe pas encore plus. En tous les cas, les prémices sont là pour montrer que ce n'est pas fini. L'essentiel, comme a bien expliqué Seyar, c'est la notion de démocratie. C'est un concept, ce n'est pas des fois, dans les discussions, les gens, ou ce que nous entendons dans le peuple, les dernières années, c'est qu'on a marre de cette démocratie. Ils ne pensent pas à ce que peut apporter la démocratie. Est-ce que le concept lui-même, et comme l'a bien expliqué derrière, l'être humain qui est constitué de corps, mais à la réflexion. Justement, c'est ce problème-là qui se pose actuellement. C'est ce manque du sens de la démocratie. Des gens qui dans la rue appellent au retour de Ben Ali, ils pensent un peu à la démocratie, ils font la comparaison. Pourquoi cette liberté de penser, cette liberté, comme vous l'avez si bien expliqué, aussi bien journalistique que culturelle que partout,
Ils n'ont aucune impression, aucun discernement. Donc, le fait, c'est que ce qui est grave, et vous l'avez noté en portant le problème, c'est qu'on passe à ce populisme. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'en pensant que la démocratie, c'est le populisme. Et Erdis a raison de parler de cela. Parce que, justement, c'est la liquéfaction d'un État auquel nous assistons. Nous qui avons une certaine classe de gens qui pensent, qui réfléchissent au devenir de ce pays qui nous avait vu naître, comment on va évoluer? Est-ce que c'est le débat, comme on dit maintenant dans les journaux ou dans les trucs de télévision, oui. Revenons à Sijbeli, étant Premier ministre, dire il a oublié qu'il était, lui, le Premier ministre en exercice. C'est pour vous dire, c'est des choses. Et les réflexions qu'apporte Sidaya dans son bouquin sont très, très, très importantes et excellentes pour l'avenir de ce pays. Parce que beaucoup de choses sont très justes. Naturellement, en remontant dans l'histoire les différentes révolutions ou bien la pensée islamique, nous avons, comme il l'a si bien dit, des gens extraordinaires dans l'histoire. Nous avons bloqué en pensant à un moment donné que c'était l'ijtihad, waqafna l'ijtihad. C'est pas الاجتهاد في الحديث وفي الشريعة، الاجتهاد في الفكر، في الاجتهاد في ما خلفونا الأقطاب القدامى هذوما. Justement, c'est ce point très important, et je crois que nous avons dans les pays musulmans raté le coche avant les révolutions de donner à l'histoire sa véritable position dans l'évolution des peuples, dans l'évolution de l'esprit, dans l'évolution de la réflexion chez les gens, depuis notre jeune âge. Bon, nous avons, ma génération a été à l'école pendant le protectorat et dans un lycée que nous avons considéré comme spécial, Sadiki. Eh bien, nous avons, malgré qu'on avait des professeurs arabes, tunisiens, musulmans, que nous avions des cheikhs de la Zitouna et de haut niveau, nous avions de l'autre côté aussi d'excellents professeurs. Et moi, j'ai toujours rendu hommage à Mohamed Attia, qui avait toujours su attirer à Sadiki les meilleurs de ceux qui venaient de France. Mais le fait, c'est que nous sommes à la sortie. On se rappelait l'histoire de France, de la Révolution, des révolutions, comme disait Sidki, ou bien même la géographie. On savait que Major venait de l'Algérie après, à la sortie de l'école. Mais on savait que le Rhône prenait sa source au mont Djirbé des gens. Oui. Excusez-moi, merci beaucoup, si vous pouvez. C'est bien. Je voudrais féliciter Ayad et rendre hommage à son travail et puis à la promotion qu'il fait à juste titre de la révolution et de la démocratie dans notre pays. Au moment où les doutes... Il était important que cela fût dit. Bon, maintenant, à l'écoute de ton exposé, Ayad, et à la présentation de Mounira, je voudrais t'interpeller. L'économie politique de ta présentation et de ton livre, tel que je l'ai compris de vos deux présentations, est la suivante.
la démocratie n'est ni d'Occident ni d'Orient, elle est immanente à l'homme, avec un grand H. Si tu veux, oui. Et immanente à l'homme, tu es parti d'une notion que tu as développée, qui est celle du principe de non-souffrance. Mais tu l'as dit aussi, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans les attendus, il est dit « les êtres humains naissent libres et égaux ». Et de manière générale, on dit que la liberté, la dignité, l'égalité est immanente à l'être humain. C'est les droits naturels. Mais dans ta présentation extrêmement brève à ce niveau, tu as dit « on dit les droits naturels, mais ce n'est pas cela ». Alors je voudrais te poser la question, la première question que je voudrais te poser, pourquoi as-tu si rapidement balayé les droits naturels au profit de ta notion de le principe de la non-souffrance? Deuxièmement, ni d'Orient ni d'Occident, on te suit bien, mais après, dans ton discours, tu reviens aux deux islams, l'islam libéral et l'islam totalitaire, dirions-nous, relativisant, l'islam dur. Fallait-il revenir à l'Orient ou à un certain Orient? Fallait-il passer encore une fois par les fourches codines de l'islam? Puisque, dans ta première partie, tu dis que la démocratie et ses composantes, tu en as présenté 4, sont immanentes à l'être humain, pourquoi dois-tu revenir à l'Orient et à l'islam? Est-ce que la défense de la démocratie comme principe universel ne devait pas se libérer de l'islam, quel qu'il fût? Merci beaucoup, Elle. C'est une très bonne question. Alors, sur le premier point, le plus simple, je réponds ainsi très rapidement. Sur le premier point, il y a une différence fondamentale entre l'école du droit naturel et mon école du droit naturel. Parce que l'école du droit naturel, en fait, elle fonde les droits sur une vérité métaphysique qui est celle du divin. C'est de là qu'ils partent. Donc c'est une conception religieuse. L'école du droit naturel, c'est une conception religieuse. D'ailleurs, qui est née après la découverte de Christophe Colomb de ce qu'il croyait être les Indes et qui n'étaient pas les Indes. Et le statut des tribus autochtones. Et la grande question qui s'était posée pour eux, quel est le statut de ces peuplades? Quel est le statut de ces peuplades? Lacaze et Vitoria, etc., répondaient, donc les partisans de l'école du droit naturel, Burlamaqui, Wolf, etc., disaient Dieu a créé l'homme et il a créé les hommes égaux. Par conséquent, ce sont nos frères en humanité. Ils ont été créés par le même créateur qui nous a créés. Par conséquent, ils sont en retard de civilisation et il faut donc les christianiser. C'est ça la théorie de l'école du droit naturel. Donc, il faut reconnaître à ces peuplades les mêmes droits que l'humanité civilisée, et donc
ce qui nous donne le droit de les appeler à nous-mêmes, c'est-à-dire de les appeler vers le christianisme. D'où l'importance des missionnaires dans la conquête de l'Amérique latine. Mon opinion n'est pas du tout celle-là. Moi, je pars d'une autre conception, pas du droit naturel, mais de la nature. Le principe de non-souffrance, c'est un principe séculier qui n'a rien à voir avec un fondement métaphysique de la philosophie politique. Voilà la différence entre l'école du droit naturel, que je respecte, je le dis dans le livre. Je tire mon chapeau à l'école du droit naturel pour les conquêtes qu'elle a permises au niveau mondial. Charles Quint a arrêté quand même l'exploitation quasiment esclavagiste des tribus américaines, les Amérindiens. Parce qu'il a organisé un procès à Valladolid et il a fait parler tout le monde et il a tranché. Alors c'est fini maintenant, ce sont des êtres humains qu'il faut traiter comme tels. Il faut les christianiser, allons-y, envoyons les missionnaires. Mais ce n'est pas du tout ma conception. C'est le premier. En revanche, le deuxième point, Mahmoud, je crains d'y répondre là tout de suite parce que ça pose une question énorme. Pourquoi revenir à l'Orient? Je vais tenter quand même. Ta question, je vais la conserver parce qu'il faut que j'y réfléchisse beaucoup. Pourquoi revenir à l'Orient? Pas à l'Orient, je reviens à certains penseurs comme... D'ailleurs, il y a un chapitre que j'appelle Ibn Rushd et les autres. Et les autres, pour moi, ce n'est pas les disciples d'Ibn Rushd, c'est tout ce qui se fait actuellement dans le monde musulman pour faire éclater ce système de l'orthodoxie. Mohamed Arkoun, Abd Majid Sharfi, Mohamed Shahrour, Rachid Hillel, qui a l'éctub Al-Bukhari Nihayat Ustura. Rachid Hillel. Al-Bukhari Nihayat Ustura. Al-Bukhari, la fin d'une légende. Il a été interdit d'ailleurs son livre au Maroc, mais il y a une édition tunisienne, je crois qu'on peut la trouver encore. Donc je vise tout cela. Pourquoi revenir aux pensées musulmanes, au langage musulman? Parce que je pense que le problème... Parce que qu'est-ce qu'on cherche? C'est à faire réformer nos sociétés. Donc nous attaquons un problème politique. Ces réformes de la société ne viennent pas uniquement par la pensée, il faut également des exécutants au niveau politique. Bourguiba, par exemple, a été l'un des grands fils du réformisme et de la théorie démocratique, etc. Il l'a pratiqué, lui, à sa manière, mais il faut des politiques. Donc. Et donc, le problème est politique. C'est pour ça que je pense que pour convaincre, il faut parler le langage de ceux à qui l'on s'adresse. Ça, c'est utilitaire, mais je me permets de m'arrêter là, mais je réfléchirai encore à ta question, qui est une question épistémologique fondamentale. لا سيوسف يظهر لي ما نعرفش. انت رئيسه انت رئيسه. Oui oui. قيد شكون اللي يحب يدخل مالا. يوسف الرياحي. سي يوسف الرياحي. سيد اليهود. Bon et après on arrête ici. طولنا. انا ولا هو. ايش لازمني نعمل؟ لا انا هذوما ما نعرفش نمشيهم. انا عندي احفادي سي فؤاد جي مي بتي زونفون كان عندي مشاكل هذا نعيط لهم. شكون؟ جوست تتكلم في الميكرو سي سالم هكا هز يده. سي سالم. هز يده هذه غادي. جو كليك دسو. لا جوست هو ينزل حل. قل له. سي سالم انزل على il faut ouvrir votre micro et parler. Ouvrir votre micro et votre vidéo, voilà. لازم يحل الفيديو نتاعو. Ça y est, non? مش فازي كلمه انت قول له شيء. سي سالم حل الميكرو نتاعك سامح. حل؟ ما حلش. نتعداو كان
بون سي سالم المشكل يظهر لي مازال قاصص الميكرو نتاعو ما حلش الفيديو يفو اوفغيغ لا فيديو اي لو ميكرو لا نعرف اما السلام عليكم. بون سي يوسف سيادة انت vous avez dit vous avez placé le bar vers là-haut. انا نقول لك vous allez placer le bar اكثر من هذاك. نتمنى الكتاب نتاعك انت il va parler de la révolution chinoise. Oui, oui. Comment la Chine, un peuple, en quelques décennies, un pays est devenu une deuxième puissance mondiale et alors, la première puissance mondiale. Et j'ai discuté beaucoup avec, moi je travaille en tant que conseiller financier des bailleurs de fonds. J'ai discuté avec les Chinois et toujours je me pose cette question. Le miracle chinois qui fait charmal tout, sans démocratie et sans communisme. Et non, tout. Sans démocratie, non, je ne crois pas. Je crois que la discussion. Qu'est-ce qu'il me dit chaque vous? Vous les musulmans, vous êtes encore en 1442. Madame, je le respecte. Les Chinois ont une façon de penser autre que l'Occident et nous. Vous vivez sous la dictature du passé et des morts. Vous, les musulmans, vous n'êtes pas même d'accord sur le Coran ou le Mas'haf. شوف نمشي لك هو يقول لك من الدبي انتم vous n'êtes pas d'accord. يقول لك vous parlez toujours avec nous sur la démocratie. Quelle est l'utilité de la démocratie? Et vous parlez de capitalisme et de communisme. Nous, ce n'est pas ça la question qu'on pose. Il y a un proverbe chinois, et vous êtes en train de parler du chat noir ou blanc. Nous, ce n'est pas le plus important, chat noir ou non. Est-ce qu'elle chasse les souris ou non? Ça, c'est notre problème. Sauf qu'il va chez l'ouest. Et j'ai parlé sur la démocratie ou la souffrance, etc. Et que l'homme, قلت انت dimensions corporelles, etc., etc. Et est-ce que l'homme a besoin d'un corps ou non? Et quand vous parlez de la démocratie, mais nous ne sommes plus dans la démocratie, nous sommes dans la technocratie. Et quand on a fait une expérience, un homme jette au paralysie totale. Quand, avec l'intelligence et la technologie moderne et l'intelligence artificielle, monsieur, vous voyez que l'homme, il fonctionne. C'est-à-dire, je termine, c'est-à-dire que le corps n'est pas important sur le futur maintenant. D'ailleurs, dans les compétitions internationales, il y a un athlète qui a perdu les pieds et que vous n'êtes pas un homme normal. Vous ne pouvez pas faire la compétition avec des hommes. Et que non. Les Japonais et les Américains, ils ont procédé l'analyse. Ils ont coupé la tête d'un singe. Ils ont relié la tête à des machines. La machine, elle a fonctionné. Et que le futur, l'homme n'a plus besoin, les Chinois. L'homme, vous allez avoir un super homme ou Samir qui met Benti. D'ailleurs, dès maintenant, l'homme, ce n'est pas lui qui décide. Et les Américains, avec l'intelligence artificielle, c'est les machines qui font la guerre. Dans notre domaine, la bourse, ce n'est pas l'homme. Il dit l'action, non, 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 non. C'est des logarithmes. L'homme n'existe plus. Ça, c'est le transhumanisme. Et où on va?
Vous me parlez de démocratie, c'est dépassé. C'est possible. Moi, je parle de la technocratie. D'ailleurs, dans le monde qui domine maintenant, c'est les GAFA. C'est juste ça. C'est Amazon, qui m'a dit, il dit que c'est les GAFA, c'est Yahoo, c'est etc. Il dit même dans la démocratie, on peut vous influencer par des publicités. Je connais, dans le domaine économique, la publicité, je me dis tout chose. C'est-à-dire, à notre jour, on n'aura pas des pays, mais c'est Yahoo, c'est Amazon, etc. Trump, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une démocratie. La démocratie, c'est la technologie et qui possède la technologie et qui domine le monde grâce à la technologie. Et je m'excuse. La prochaine fois, la révolution chinoise vers la technocratie. Et vous, les Arabes, vous êtes encore vers la démocratie. Je m'excuse. Si Youssef Barakallahu Fik, très très rapidement, parce que là aussi vous soulevez un problème immense. D'abord, je voudrais quand même vous dire, premier point, s'il y a bien une révolution qui a été démocratique, c'est la révolution chinoise. Là, pas du tout. C'est une adaptation du marxisme qui est une philosophie occidentale, mais une adaptation au contexte chinois. La révolution des prolétaires est devenue la révolution des paysans. La longue marche, c'est une longue marche des paysans. Pourquoi? Pour leur redonner la dignité, pour leur redonner la participation et pour leur redonner l'égalité. Il n'y a pas plus... Attention, encore une fois, quand je dis démocratique ou démocratie, je ne vise pas la démocratie libérale, telle qu'elle est pratiquée en Occident. C'est pour ça que je place la norme démocratique au-dessus. Mais c'est une manière de comprendre la norme démocratique, l'expérience chinoise. C'est redonner à l'homme sa dignité. C'est redonner à la Chine son autonomie. C'est redonner à la création ses droits. La technologie dont vous parlez, qui maintenant... Moi, je suis sûr que la prochaine puissance mondiale, c'est la Chine. Je suis d'accord avec vous, là. C'est quoi? Mais c'est l'inventivité. Ils laissent maintenant les gens produire. C'est fini, le système totalitaire. Par conséquent, je relativiserai un peu votre pensée quand vous dites que la Chine, ce n'est pas la démocratie. Au contraire, moi, je dis que la Chine, c'est la démocratie parce que dès le début, dès 1949, la proclamation de la République populaire de Chine et l'installation au pouvoir des communistes, c'est le triomphe de la démocratie pour rendre à l'homme sa dignité, sa liberté, le sens de l'égalité, etc., etc., se débarrasser de l'empereur, de la hiérarchie, de Confucius, oui, bien sûr, et de l'impérialisme. La Chine, elle était quoi à un certain moment? À Pékin, c'était les légations étrangères qui, d'après la guerre des boxers. Donc, parce que il y a quand même d'autres personnes qui voudraient parler. Mais déjà, à ce niveau-là, je relativiserai un peu votre pensée en disant que s'il y a bien une révolution démocratique en Chine, dans le monde, c'est la Chine. Comme la révolution mexicaine, Zapata ou Pancho Villa, ceux qui ont fait la révolution mexicaine, qui a influencé toute l'Amérique latine et qui a eu des influences sur la Chine. Je voudrais vous remercier pour votre exposé, pour votre conférence très riche. Il reste qu'il y a un problème pratique. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il y a une crise de la démocratie. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le problème du principe démocratique. Il reste que, partout dans le monde, il y a actuellement aujourd'hui ce qu'on appelle une crise de la démocratie par le fait suivant. C'est que pour être éligible, il faut de plus en plus d'argent. Et donc, toute campagne électorale est soumise à des lobbies financiers, quels qu'ils soient. Partout dans le monde, c'est comme ça. Ce qui fait que lorsque vous êtes éligible et que vous recevez cet argent pour
pour devenir un élu, passer du stade d'éligible à un stade d'élu, il faut passer par cela, par cette dépendance des moyens financiers de celui qui va vous financer et savoir lui renvoyer l'ascenseur. D'où la crise de la démocratie, y compris en Tunisie maintenant, aux États-Unis, partout, c'est la crise de la démocratie, de ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et on a essayé, on parle maintenant de plus en plus, c'est pour ça, d'une démocratie participative qui ne trouve pas encore tout à fait sa place pour régulariser cela. Alors, je voudrais quand même vous demander si vous ne pouvez pas pondérer un petit peu par ces aspects pratiques qui font que la démocratie est en crise partout dans le monde du fait de ce problème de financement pour passer du stade d'éligible au stade d'élu. Merci beaucoup. Mais justement, vous parlez de la crise de la démocratie. Ce n'est pas la crise de la démocratie, c'est la crise d'un certain régime démocratique qui est la démocratie libérale. Mais voilà, mais la démocratie libérale, moi je ne suis pas du tout pour la démocratie libérale. Alors, je ne suis pas du tout... Je crois que c'est très difficile que nous nous mettions sur le même diapason parce qu'il faudrait qu'on s'installe au même niveau. Moi, je parle de la norme démocratique qui transcende l'histoire, la sociologie, l'économie, etc. Et je ne suis surtout pas un partisan de la démocratie libérale dont vous parlez actuellement. Pour moi, la démocratie... La Chine a réussi sans démocratie. Je ne dis pas du tout. La Chine, c'est la démocratie, puisque c'est la dignité, c'est l'égalité, c'est la participation de tous, et surtout de ceux qui étaient exclus du système ancien, le système de hiérarchique, le système confucéen, etc. Mais ce que vous appelez démocratie libérale, c'est ce que nous vivons en Tunisie même. C'est la démocratie, justement, de l'argent. C'est la démocratie qui permet c'est la démocratie qu'a critiqué Platon. Je rappelle que Platon, c'est l'un des plus grands critiques. Rien n'a été dit de mieux que ce qu'a dit Platon sur la démocratie libérale. De cette démocratie-là, qui est la démocratie de l'argent, la démocratie même la démocratie la corruption, la démocratie de... enfin, bref, c'est la démocratie de l'argent. Mais ce n'est pas du tout ma démocratie. Moi, je vous dis, trouvez-moi un régime qui respecte la dignité de l'homme, l'égalité de l'homme, la liberté de l'homme et la participation de l'homme. Et faites ce que vous voulez. Vous voulez interdire les partis. Si c'est avec, interdire les partis politiques, si c'est pour respecter les 4 principes de la démocratie, faites ce que vous voulez, interdisez. L'essentiel, c'est que vous respectez la liberté de l'homme, l'égalité de l'homme, la participation de l'homme et la dignité. S'il y a bien une révolution qui s'est faite pour la dignité, je pense que c'est la révolution chinoise. Oui. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Qui disait d'ailleurs à Sun Yat-sen, votre république, c'est une république, c'est le régime de l'empire réactivé avec d'autres mots, c'est tout. Mais nous voulons une véritable dignité, nous voulons une véritable participation, et nous voulons que cessent ces différences sidérales entre les catégories sociales. Chinois, le candidat, c'est pas important. Le plus important, est-ce que la machine, elle est productive ou non, et performante vis-à-vis de l'Occident. Hey, maintenant, attention, Z, d'un autre côté, ça c'était une très grande discussion. Moi, j'ai peur justement que le transhumanisme dont vous parlez, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la technologie, le remplacement de l'intelligence humaine par la raison, ça nous conduise à une catastrophe également. Hein. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, je vais vous dire, on va arrêter. On va arrêter. Allez, j'ai mis le micro. Alors, j'ai dit, je vous remercie d'être venu. Nous allons arrêter le débat jusque-là, et avec l'accord de Riyad, et je vous convie à... oui, c'est lui qui va le donner, c'est pas moi. Moi, je dis simplement que j'arrête le débat, hein, Monsieur le Président.
Mais merci beaucoup. En tout cas, je ne m'attendais pas à un débat si riche, si fructueux. Et je peux vous dire une chose. Hein. Moi, je ne m'arrête pas de réfléchir. Tant que j'aurai l'énergie, je réfléchirai. J'ai retenu votre question. Il y a des questions fondamentales qui vont me pousser à réfléchir à ces questions et qui peut-être aboutiront à un remaniement ou à une mise à jour de ce livre. Non, certainement pas, parce que je ne plaiderai pas pour le transhumanisme, moi, j'ai peur de ça. Mais en tout cas, je suis très très heureux de ce débat et je vous remercie tous d'y avoir participé, chacun de vous d'avoir contribué à enrichir le débat, donc à enrichir le livre. Merci beaucoup.